Eh bien, bonjour à tous. Euh, Cet événement est considéré comme la plus violente explosion que l'humanité ait connue et reste encore aujourd'hui un mystère car en grande partie inexpliqué, même si parmi les très nombreuses hypothèses se détachent quelques pistes scientifiques qui paraissent sérieuses et issues d'expéditions sur les lieux de l'événement, mais qui ont du mal à convaincre faute de preuves vraiment tangibles jusqu'à ce jour. Alors que s'est-il passé le 30 juin 1908 vers 7h13 du matin à 65 km du village de Vanavara, le plus proche, et au-dessus du bassin de la rivière Tunguska-Pierreuse en Sibérie centrale, à l'époque de l'Empire russe? Eh bien, parmi de nombreux récits, il y a le témoignage d'un habitant du village de Vanavara qui racontera qu'après être sorti de son isba, une maison traditionnelle en bois des paysans russes de cette époque et comparable à nos chalets, sera soufflé par une titanesque déflagration. Il dira avoir vu quelques secondes avant le ciel s'ouvrir en deux et la forêt s'embraser plus au nord du village. Il expliquera aussi qu'à cet instant, il a ressenti une forte chaleur comme si sa chemise prenait feu, suivi d'un bruit assourdissant qui sera entendu jusqu'à 1500 km de là. Un autre témoignage est celui d'une habitante de ce village qui parle de son grand-père, issu du peuple autochtone éleveur de rennes en Sibérie et rare témoin à avoir vécu cet événement. Elle raconte que son grand-père, à cette époque, était jeune homme avec une grande famille vivant dans un tchoum, une grande tente qui servait d'habitat au peuple nomade. Ce matin-là, la famille sera réveillée par une série de 3 explosions. Quand ils sortiront, la forêt autour d'eux aura disparu. Tous les arbres seront tombés et fumants, et les rennes tous morts. Selon ce témoignage, le ciel était vert ou rouge. La terre avait tremblé et il faisait tellement chaud qu'ils avaient dû se déshabiller. Plus tard, son grand-père participera aux préparations d'expéditions scientifiques sur les lieux de l'événement. La déflagration et l'onde de choc furent titanesques. Dans un rayon de 20 km de l'épicentre, la forêt a été détruite, des millions d'arbres soufflés et des dégâts seront constatés sur au moins 100 km aux alentours. L'explosion sera évaluée à environ 1000 fois la puissance de la bombe atomique lancée sur Hiroshima. À 1000 km de là, à 7h14 environ, l'observatoire d'Irkouk va enregistrer un séisme de magnitude 4,5 à 5, dont il situera l'épicentre au cœur de la forêt du bassin de la rivière Tunguska-Pierreuse, à environ 65 km de Vanavara, la ville la plus proche. Mais ont-ils réellement enregistré un tremblement de terre? Dans les jours qui suivirent, la presse russe fera état de témoignages provenant de personnes habitant à plus de 700 km de Vanavara, décrivant le passage d'une boule de feu dans le ciel, mais étrangement, personne ne fera mention d'un impact au sol. Au fil des années, des chercheurs du monde entier viendront enquêter sur cet événement, mais peu parviendront à se rendre sur place car, compte tenu des difficultés de distance et d'accès au site, mais aussi de coûts importants de logistique. Alors, parmi les dizaines de théories pour expliquer cet événement, l'hypothèse de la chute d'une météorite a tout de suite été privilégiée. Il faut préciser que la Sibérie et son vaste territoire est une terre à météorites bien répertoriée sur les cartes, mais les expéditions scientifiques ne trouveront pas le cratère qui validerait cette hypothèse, même s'il se trouve à l'épicentre de l'explosion un lac qui a été longuement suspecté comme le fameux cratère, mais apparemment sans lien avec l'événement. À préciser
il avait été prévu par les scientifiques défendant l'hypothèse du météorite de sonder à nouveau ce lac afin de recueillir les preuves de l'impact, mais pour le moment, sans impact, l'hypothèse est peu crédible. Une autre théorie consiste à expliquer que c'était bien une météorite, mais qui ne se serait pas écrasée au sol, mais aurait survolé le bassin de Tunguska à une altitude de 11 km et à une vitesse moyenne de 11 km/s avant de repartir vers le Soleil, ce qui pourrait expliquer le manque d'impact ou de débris. Alors, la théorie qui semble la plus portée par les scientifiques serait celle de l'explosion d'une comète à une altitude de 10 km, car ils mettent en avant le fait que sa composition d'un noyau de glace et de poussière expliquerait le manque d'impact et de débris, mais aussi que des traces de matière cosmique auraient été trouvées au sol. D'autres théories sont avancées comme un trou noir qui aurait pénétré la Terre au Tunguska et ressorti dans l'Atlantique Nord, une boule de foudre de 1 km de long aurait explosé à cet endroit, du méthane échappé des réseaux souterrains de volcans aurait explosé, un objet cosmique de matière noire invisible aurait explosé en altitude, une comète d'antimatière se serait anéantie par explosion au contact de l'atmosphère. On peut constater sur cette photo de nos jours que la forêt n'a pratiquement pas repoussé dans la zone épicentre de l'explosion. Alors, si on fait une synthèse sur toutes ces théories, on ne peut que constater qu'il est très étrange qu'un événement d'une telle puissance ne puisse laisser que si peu de traces et se rendre à l'évidence que pour la communauté scientifique, la cause de ce cataclysme reste un mystère, même si elle avance certaines hypothèses. Pourtant, il reste une piste souvent évoquée, mais malheureusement jamais étudiée, car vite casée dans le domaine de la science-fiction, celle de l'explosion d'un ovni d'origine extraterrestre. En effet, si l'on revient sur le fameux rapport de juin 2021 du renseignement américain qui n'était que la partie déclassifiable, cette piste devient intéressante car il est décrit dans ce rapport des objets munis de capacités de vol et de propulsion impossibles avec notre technologie et impliquant une physique que nous ne comprenons pas, donnant lieu à la possibilité de n'être pas seul dans l'univers. Mais c'est cette impossible propulsion qui, pour moi, pourrait avoir un lien avec l'événement du Tunguska. En effet, les vidéos présentées dans ce rapport indiquent un système de propulsion sans signature traditionnelle telle que des bancs soniques ou traînées de vapeur, mais aussi de soudaines et rapides accélérations donnant lieu à une incroyable capacité à se déplacer dans l'espace, l'air et l'eau. Alors, si à ce jour personne ne comprend ces objets munis d'une technologie impossible à reproduire par l'humain, une explication est avancée. Ces objets volants exploiteraient la force la plus mystérieuse de l'univers, soit la gravité, pour se déplacer, et cela grâce à une source d'énergie produite peut-être par un réacteur antimatière qui créerait un champ de distorsion gravitationnelle de l'espace et du temps, autrement dit, une technologie anti-gravité. Alors, cette technologie, qui n'existe pas sur Terre, est pourtant étudiée depuis des décennies. Sur cette photo, l'équipe de scientifiques américains qui découvrit l'antiproton en 1955. Ici, la base expérimentale d'antimatière du CERN en Suisse. Enfin, sur celle-ci, un projet d'étude de Mark Sokol, fondateur de Falcon Space, et de Jeremiah Pop sur la production d'un champ de distorsion gravitationnelle. Alors, est-il possible que le réacteur antimatière d'un ovni ait explosé dans le ciel, pulvérisant l'engin et soufflant
un brasier dans cette partie du bassin du Tunguska, eh bien, je pense que cette piste n'est pas à écarter. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine.